Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction Philippe Jaworski, chapitre 2, le sac de voyage. Je fourrai une ou deux chemises dans mon vieux sac de toile, et mon bagage sous le bras, pris la route du Cap Horn et du Pacifique. Quittant la bonne vieille cité de Mannahatta, j'arrivai en temps voulu à New Bedford. C'était un samedi soir, en décembre. Grande fut ma déception lorsque j'appris que le petit paquebot de Nantucket était déjà parti et qu'il ne se présenterait pas d'autre moyen de gagner l'île avant le lundi suivant. Comme la plupart des jeunes candidats aux rudes épreuves de la pêche de la baleine viennent précisément s'embarquer à New Bedford, il convient que je dise que mon intention à moi était tout autre. J'étais fermement décidé à ne m'engager que sur un navire de Nantucket, car il y avait dans tout ce qui touche à cette île célèbre et ancienne une sorte de beauté turbulente qui m'enchantait. En outre, si New Bedford s'est depuis peu assuré le monopole de l'industrie baleinière, laissant le pauvre vieux port de Nantucket loin derrière lui, c'est bien à Nantucket que tout a commencé. C'est là que fut allée jusqu'à la côte la première baleine tuée par des Américains. N'est-ce pas aussi de Nantucket que les pêcheurs aborigènes, les peaux-rouges, lancèrent leurs pirogues à la poursuite du Léviathan? Et n'est-ce pas de Nantucket, enfin, que mit à la voile l'audacieux petit sloop, à demi lesté de pierres importées, qu'on lancerait sur les baleines, nous dit la légende, afin de pouvoir juger du moment où elles seraient assez proches pour qu'on se risquât à lancer le harpon depuis le beaupré? Comme j'avais devant moi une nuit, un jour et une autre nuit à passer à New Bedford avant de m'embarquer pour mon port de destination, il me fallut bien me soucier de trouver un endroit où manger et dormir dans l'intervalle. La nuit tombante ne promettait rien de plaisant. Elle était même très sombre et lugubre, d'une tristesse accablante et d'un froid cinglant. Je ne connaissais personne en ville. Je raclais anxieusement le fond de mes poches, dont je ne ramenais que quelques pièces d'argent. Où que tu ailles à présent, Ismaël, me dis-je, tandis que planté au beau milieu d'une rue morne, mon sac à l'épaule, je comparais l'obscurité qui noyait le nord aux ténèbres qui avaient englouti le sud. Où que ta sagesse te conseille de loger pour la nuit, mon cher Ismaël, ne manque pas de t'enquérir du prix et ne te montre pas trop difficile. J'arpentais les rues d'un pas hésitant et passais devant l'enseigne au harpon croisé, mais l'endroit me paraissait trop cher et trop gai. Plus loin, les fenêtres rougeoyantes de l'auberge de l'Espadon répandaient des rayons si ardents qu'on eût dit qu'ils avaient fait fondre la couche de neige et de glace devant l'établissement, car partout ailleurs, un verglas de plusieurs pouces d'épaisseur formait un dur revêtement sur la chaussée, passablement fatigant pour moi chaque fois que mon pied butait contre des aspérités tranchantes, vu que les semelles de mes bottes, soumises à de rudes et de cruelles épreuves, se trouvaient dans un lamentable état. Trop cher et trop gai, me dis-je à nouveau, m'arrêtant un instant pour contempler le luxe des feux déversés dans la rue et écouter le tintement des verres à l'intérieur. Allons, poursuis ton chemin, Ismaël, conclus-je. Éloigne-toi de cette porte, entends-tu? Tes bottes rapiécées obstruent le chemin. Je me remis donc en route, empruntant cette fois, d'instinct, les rues qui menaient à la mer, car c'était là sans aucun doute que je trouverais les meilleurs prix, sinon le plus cordial accueil. Quelle rue sinistre! C'étaient à droite et à gauche non point des maisons, mais des blocs de nuit, avec ici et là une chandelle, comme une flamme qui vacille dans un tombeau. À cette heure du soir du dernier jour de la semaine, ce quartier de la ville était presque désert. Mais j'arrivai bientôt devant une lueur fumeuse qui provenait d'un bâtiment large et bas, dont la porte entrebâillée semblait vous inviter à entrer. Il avait l'air négligé d'un édifice destiné au public. J'entrai donc, et la première chose que je fis fut de trébucher dans le vestibule sur un seau de cendre. Ah, pensai-je, à demi asphyxié par cette poussière tourbillonnante, sont-ce là les cendres de Gomorre, la cité détruite? Après les harpons croisés et l'espadon, cet endroit doit sûrement porter l'enseigne du guet-apens. Mais je recouvrai bientôt mon aplomb et entendis une voix forte à l'intérieur. J'avançai et ouvris une seconde porte. On eût dit le grand parlement noir siégeant à Tophet. 100 visages d'ébène se retournèrent dans leurs rangées pour regarder dans ma direction. Au fond, dans sa chair, l'ange noir du jugement dernier frappait sur un livre. C'était une église nègre, et le pasteur faisait son prêche sur l'obscurité des ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah, Ismaël, murmurai-je en faisant demi-tour, on se divertit bien tristement à l'enseigne du guet-apens. Je repris ma route et parvins enfin
à un pâle halo de lumière en surplomb, non loin des docks. Un lugubre grincement dans l'air me fit lever les yeux. Une enseigne se balançait au-dessus de la porte, agrémentée d'un dessin à la peinture blanche qui représentait vaguement un long souffle vertical, couronné d'un panache d'écume, et sous lequel on lisait ces mots: Au souffle de la baleine, Peter Coffin. Coffin? Comme en un coffin, un cercueil? Et un souffle? Sinistre présage dans les circonstances présentes, pensai-je. Mais Coffin est un nom répandu à Nantucket à ce qu'on dit, et j'imagine que ce Peter en est originaire. Comme la lumière était fort pâle, que le lieu semblait à ce moment bien tranquille, et que la petite maison de bois délabrée paraissait avoir été transportée là d'un quartier ravagé par les flammes, et que l'enseigne oscillait avec des gémissements qu'on eût dit causés par une très grande misère, je me dis que je trouverais là, à coup sûr, un logement bon marché et le meilleur café de pois chiches. C'était une vieille bâtisse bizarre, avec un toit à pignons et un côté comme frappé de paralysie qui penchait lamentablement. Elle se dressait à un angle de rue exposé à un froid glacial, où Euroclydon, le vent tempétueux, poussait des hurlements plus terribles qu'il ne le fit jamais en malmenant le navire du pauvre Paul. Euroclydon, pourtant, est un zéphyr bien plaisant pour qui est installé au coin du feu, les pieds contre la plaque du foyer, et se rôtit douillettement avant d'aller se mettre au lit. Lorsque l'on entreprend de juger de ce vent tempétueux nommé Euroclydon, écrit un auteur ancien dont je possède l'unique exemplaire des œuvres, considérable est la différence selon qu'on le regarde d'une croisée où le givre est tout à l'extérieur, ou qu'on l'observe d'une fenêtre sans carreaux où le gel sévit de part et d'autre et dont cette gueuse, la Camarde, est le seul vitrier. Comme c'est vrai, pensai-je, en me remémorant ce passage, tu raisonnes sagement, vieux grimoire. Oui, ses yeux sont des fenêtres et ce mien corps la maison. Quel dommage pourtant que l'on n'ait pas calfaté les fentes et les lézardes et mis un peu de charpie ici et là. Mais il est trop tard maintenant pour y apporter des améliorations. L'univers est achevé, la pierre de couronnement est à sa place et les débris ont été charroyés voici 1 million d'années. Pauvre Lazare, qui gît dehors en claquant des dents, la tête posée sur le pavé du trottoir en guise d'oreiller, agité de frissons dans ses guenilles, il aurait beau se boucher les oreilles avec des chiffons et se mettre un épi de maïs dans la bouche, il n'en serait pas pour autant protégé du furieux Euroclydon. Euroclydon, pfff, s'exclame le mauvais riche enveloppé dans sa robe de chambre de soie rouge. Pfff, quelle belle nuit de gel, comme Orion brille, quelle magnifique aurore boréale. Qu'ai-je à faire des étés de l'Orient et des serres éternellement chaudes? Accordez-moi le privilège de me faire mon été avec mon propre charbon. Mais que pense Lazare? Peut-il réchauffer ses mains bleuies en les tendant vers la splendide aurore boréale? Ne préférerait-il pas se trouver à Sumatra plutôt qu'ici? Ne préférerait-il pas, et de loin, s'étendre de tout son long sur la ligne de l'équateur? Et même, oui, Dieu du ciel, se précipiter dans la fournaise ardente pour échapper à ce gel? Ah, voir Lazare échouer sur le pavé devant la porte du riche, cela est bien plus surprenant que de trouver un iceberg embossé sur une côte des Moluques. Pourtant, le riche, lui, vit comme un tsar dans un palais de glace fait de soupirs gelés. Et président d'une société de tempérance, il ne boit que les larmes tièdes des orphelins. Mais cessons de nous étonner. Nous partons pour la pêche de la baleine, et nous aurons ample matière à de plus grands étonnements. Raclons la glace de nos semelles givrées, et voyons quelle sorte d'endroit peut bien être l'auberge au souffle de la baleine. Chapitre 3. Au souffle de la baleine. En pénétrant dans cette auberge à pignons, on se trouvait dans une large entrée, au tracé hésitant et au plafond bas, dont les lambris anciens rappelaient les bordages du pavois d'un vieux navire condamné. Sur un mur était accrochée une très grande peinture à l'huile, si complètement barbouillée de fumée, si parfaitement défigurée, que sous les rayons de lumière oblique qui l'éclairaient inégalement, il ne fallait rien de moins qu'une étude appliquée, des visites répétées et une enquête méthodique auprès des voisins pour parvenir à comprendre tant soit peu ce qu'elle représentait. Ombres et pénombres s'étalaient inexplicablement en de tels amas que l'on était d'abord tenté de penser qu'un jeune artiste ambitieux, au temps des sorcières de Nouvelle-Angleterre, avait entrepris de peindre le chaos prisonnier de leurs sortilèges. À vrai dire, au prix de longues et intenses contemplations et de nombreuses réflexions, et surtout en ouvrant la petite fenêtre au fond de l'entrée, on finissait par conclure que cette idée, toute extravagante qu'elle fût,
n'était peut-être pas entièrement infondée. Mais le plus intrigant, le plus déroutant, c'était au centre du tableau une masse noire, longue, souple, monstrueuse, une chose qui planait au-dessus de 3 lignes verticales d'un bleu pâle, comme suspendue dans une écume indéfinissable. Tout cela était boueux, pâteux, visqueux, et pour tout dire de nature à faire perdre la raison à un spectateur nerveux. Pourtant, il se dégageait de la toile une sorte de sublimité indéfinie, une grandeur à peine imaginable qui vous figeait presque sur place. Et l'on en venait malgré soi à se jurer de découvrir la signification de cette surprenante peinture. De loin en loin, une idée brillante mais hélas trompeuse vous traversait l'esprit. C'est la mer Noire par une nuit de tempête? Ou bien c'est le combat surnaturel des 4 éléments primitifs? Ou encore c'est une lande battue des vents, une scène d'hiver en terre hyperboréenne, le débâcle du fleuve Temps pris dans les glaces? Mais toutes ces fantaisies ne résistaient pas longtemps à la présence de la chose monstrueuse au centre du tableau. Si l'on pouvait comprendre cela, tout le reste devenait simple. Voyons, un instant, ne dirait-on pas vaguement un poisson gigantesque? Et peut-être le grand Léviathan soi-même? En fait, selon la théorie à laquelle je suis parvenu, qui s'appuie en partie sur un ensemble d'opinions recueillies auprès d'un grand nombre de personnes d'âge avec lesquelles je me suis entretenu du sujet, l'intention de l'artiste semble avoir été la suivante. Le tableau montre un cafornier pris dans un terrible ouragan, le navire à demi submergé sombre dans le tumulte des flots, ne laissant voir que ses 3 mâts brisés, et une baleine, au comble de la fureur, décidée à bondir sur le navire, s'empale à cet instant, scène titanesque, sur les têtes des 3 mâts. Le mur opposé était recouvert d'une panoplie barbare de massues et de lances effrayantes. Les unes étaient incrustées de rangées serrées de dents brillantes pareilles à des scies d'ivoire, d'autres portaient des touffes de cheveux humains, et l'une d'elles, munie d'un énorme manche, avait la forme d'une faucille, avec une courbe semblable à celle que fait le long bras du faucheur quand il abat l'herbe. On tremblait en regardant cet objet. On se demandait quel terrible sauvage, quel abominable cannibale avait bien pu s'en aller faire moisson de mort avec ce sinistre outil de dévastation. On trouvait aussi dans cet arsenal des lances et des harpons rouillés, cassés, tordus. Certaines de ces armes avaient une histoire. Avec cette longue lance aujourd'hui affreusement coudée, Nathan Swain tuait, 50 ans plus tôt, 15 baleines entre le lever et le coucher du soleil. Et ce harpon, un véritable tire-bouchon à présent, fut lancé dans les mers de Java et emporté par une baleine, tuée des années plus tard au large du Cap Blanc. Le fer avait d'abord pénétré près de la queue, et telle une aiguille capricieuse logée dans un corps d'homme, il chemina sur une longueur de 40 pieds et fut retrouvé incrusté dans la bosse. Une fois franchie cette entrée ténébreuse, on passait sous une arche surbaissée, découpée dans ce qui avait dû être, au temps jadis, une vaste cheminée circulaire avec des foyers tout autour, et l'on pénétrait dans la grande salle. L'obscurité, ici, était encore plus grande, avec ces grosses poutres basses et ce vieux plancher ridé qui vous ferait presque croire que l'on se trouve dans le poste des malades d'un vieux navire, surtout en cette nuit où le vent hurlant secoue avec violence la vieille arche ancrée à son coin de rue. D'un côté, sur une table longue et basse pareille à une étagère, de petites vitrines aux parois fendillées abritent des curiosités poussiéreuses, venues des endroits les plus reculés de la planète. Dans l'angle plus distant de la pièce, tel un antre noyé d'ombre, s'avance le comptoir, grossière imitation d'une tête de baleine franche. Une chose est sûre, en tout cas, il y a là l'immense voûte osseuse d'une mâchoire de baleine, si large qu'une diligence pourrait presque passer dessous. À l'intérieur, sur de pauvres rayons, s'alignent de vieilles carafes, des bouteilles, des flacons, et dans cette gueule, promesse d'une ruine soudaine, tel un autre Jonas frappé de malédiction, et Jonas était en fait le surnom dont on l'avait affublé, s'affaire un petit homme ratatiné qui procure affectueusement aux marins, contre espèces sonnantes, les délires de l'alcool et la mort. Abominables sont les godets dans lesquels il verse son poison. Authentiques cylindres à l'extérieur, ces infâmes récipients verts, bouffis, s'étrécissent au-dedans en un cône adroitement dissimulé. Des cercles parallèles creusés d'un trait maladroit courent tout autour de ces verres de fripouille. Jusqu'à telle marque, il ne vous en coûtera qu'un penny. Jusqu'à telle autre, c'est un penny de plus, et ainsi de suite.
Quant au plein verre, qu'on appelle mesure du Cap Horn, on peut le lamper pour 1 shilling. Quand j'entrai dans la salle, un groupe de jeunes marins assemblés autour d'une table examinait sous une pâle lumière divers spécimens d'objets façonnés dans l'ivoire de la baleine. J'allai trouver le patron et lui dis que je désirais une chambre. Il me répondit que tout était plein, plus un seul lit. Mais baste, matelot, ajouta-t-il en se frappant le front. Tu verrais pas d'inconvénient à partager la couverture d'un harponneur. Tu vas bien pêcher la baleine, non? Alors autant t'habituer tout de suite à ce genre de choses. Je lui dis que je n'aimais vraiment pas dormir à deux dans un lit, et que si je devais envisager de le partager, cela dépendrait de la sorte de harponneur que c'était, et que s'il n'avait, lui le patron, absolument pas d'autre place pour moi, et que l'individu en question était au-dessus de tout reproche, eh bien, plutôt que d'errer dans une ville inconnue par une nuit si affreuse, je m'accommoderais de la demi-courte pointe d'un honnête homme. Ah, j'en étais sûr. C'est bien. Assieds-toi. Un souper? Tu veux souper? Ça sera vite prêt. Je m'assis sur un vieux banc de bois à dossier, aussi copieusement sculpté que ceux de la batterie. À l'autre extrémité du siège, un marin méditatif en complétait les décorations avec son couteau de poche. Penché en avant, il travaillait assidûment le matériau entre ses jambes. Il s'essayait à un navire toute voile dehors, mais à mon avis, sans tailler beaucoup de route. Enfin, 4 ou 5 d'entre nous furent invités à passer dans une pièce attenante pour y prendre notre repas. Il y faisait un froid polaire, pas le moindre feu. L'aubergiste expliqua qu'il n'avait pas les moyens, rien que 2 lugubres chandelles de suif, chacune dans son suaire. Alors il nous fallut boutonner nos vareuses jusqu'au menton et porter à nos lèvres dans nos mains à demi gelées des tasses de thé brûlant. Mais le repas fut des plus abondants, non seulement de la viande et des pommes de terre, mais aussi des boulettes bouillies. Bonté divine, des boulettes au souper. Un jeune gars vêtu d'une redingote verte s'était lancé dans une explication terrifiante avec son plat. Mon garçon, lui demanda l'aubergiste, tu veux vraiment avoir le cauchemar toute la nuit? Patron, murmurai-je, le harponneur, c'est lui. Oh non, dit-il avec une sorte de sourire méphistophélique. Le harponneur, lui, il a la peau très basanée, dirais-je, et il mange point de boulettes. Ah ça, non, rien que des beefsteaks, et il les aime saignants. Diable, fis-je, où est ce harponneur? Est-ce qu'il est ici? Il va pas tarder, me fut-il répondu. Ce harponneur à la peau très basanée commençait à me devenir suspect. En tout cas, je résolus que si nous devions dormir ensemble, il faudrait qu'il se déshabille et se mette au lit avant moi. Le repas terminé, la compagnie s'en retourna dans la salle du bar. Ne sachant trop à quoi m'employer, je décidai de me faire spectateur pour le reste de la soirée. Un énorme tapage se fit bientôt entendre au dehors. L'aubergiste se leva brusquement et cria: ce sont les hommes de l'Épaulard. On les signalait au large ce matin. Une campagne de 4 ans et les cales pleines à rabord. Hurrah, les gars, on va avoir les dernières nouvelles des Fidji. Il y eut un lourd piétinement de bottes dans l'entrée, la porte s'ouvrit soudain et une troupe impétueuse de marins se déversa dans la salle. Enveloppés dans leurs cabans de quart à longs poils, emmitouflés jusqu'aux oreilles dans des cache-nez de laine rapetassée et loqueteux, la barbe raidie par les glaçons, on eût dit une invasion d'ours du Labrador. Ils venaient de débarquer, et cette maison était la première dans laquelle ils pénétraient. On ne sera donc guère étonné si je dis qu'ils mirent le cap droit sur la gueule de la baleine, le comptoir, où officiait Jonas, le petit vieux tout ridé, qui leur versa aussitôt à tous de grandes rasades. L'un d'eux se plaignit d'un mauvais rhume de cerveau, sur quoi Jonas lui concocta une potion de gin et de mélasse pareille à de la poix, en lui jurant que c'était un remède souverain contre toutes les sortes de catarrhes et de refroidissements, même les plus rebelles, contractés aussi bien dans les eaux du Labrador que sur le côté au vent d'une banquise. L'alcool ne tarda pas à leur monter à la tête, comme il arrive souvent aux plus fieffés ivrognes dès qu'ils ont mis le pied à terre, et le chahut fut bientôt considérable. Je remarquai que l'un d'eux, pourtant, se tenait un peu à l'écart, et bien qu'il parût soucieux de ne pas gâter l'allégresse de ses camarades par une mine grave, il s'abstenait malgré tout de contribuer au vacarme général. Cet homme m'intéressa aussitôt, et puisque les dieux marins m'avaient ordonné qu'il devint bientôt mon compagnon de bord, mais discret jusqu'à l'effacement pour ce qui concerne cette histoire, je vais tenter d'en brosser un rapide portrait. Il avait 6 bons pieds de haut, de nobles épaules et une poitrine large comme un bâtardot. J'ai rarement vu une aussi forte carrure chez un homme. Son visage tanné, d'un brun sombre, faisait par contraste paraître étincelantes ses dents blanches, et dans ses prunelles aux ombres profondes flottaient des souvenirs qui ne semblaient lui procurer que peu de joie. Sa voix trahissait sur le champ qu'il était originaire du sud.
et je jugeais à sa belle stature qu'il devait être l'un de ces robustes montagnards des Alleghanies de Virginie. Lorsque la bacchanale de ses compères fut à son comble, cet homme s'éclipsa subrepticement, et je ne le revis plus, jusqu'au moment où, en mer, il devint mon camarade. Son absence, cependant, fut remarquée quelques instants plus tard par les autres, et comme il semblait jouir parmi eux, pour une raison que j'ignore, d'une grande popularité, ils s'exclamèrent d'une seule voix Bulkington, Bulkington, où est Bulkington et se précipitèrent dehors à sa poursuite. Il était maintenant 9 heures environ, après cette ribote, il régnait dans la salle un calme quasi surnaturel, et je commençais à me féliciter du petit plan que j'avais conçu juste avant l'arrivée des marins. Nul n'aime se retrouver à deux dans un lit. J'oserais même dire qu'on répugne à coucher avec son propre frère. Je ne sais comment cela se fait, mais chacun d'entre nous tient à son intimité dans ses draps. Et si l'on vous propose de dormir avec un parfait inconnu dans une auberge inconnue d'une ville inconnue, et que, de surcroît, ce parfait inconnu est un harponneur, alors vos objections se multiplient à l'infini. Il n'y avait pas l'ombre d'une raison pour que je partage, moi, un marin, plutôt qu'un autre, mon lit, car les marins en mer ne dorment pas plus à deux que ne le font à terre les rois célibataires. Certes, tous dorment dans le même poste d'équipage, mais chacun a son cadre, se couvre de sa couverture personnelle et dort dans sa propre peau. Plus je songeais à ce harponneur, plus me répugnait l'idée de dormir avec lui. On pouvait raisonnablement supposer que, étant un harponneur, son linge, laine ou coton selon le cas, ne serait pas des plus propres, et sûrement pas de la plus fine étoffe. J'en avais des frissons. Et puis il se faisait tard. Un honnête harponneur aurait dû être rentré et prêt à se mettre au lit. Imaginons qu'il me tombe dessus à minuit. Comment savoir de quel cabaret malfamé il venait? Patron, j'ai changé d'avis au sujet de ce harponneur. Je ne veux pas dormir avec lui. Je vais essayer ce banc. Comme tu veux. Je regrette de ne pas pouvoir te prêter une nappe pour faire un matelas, et cette planche est sacrément dure, dit-il en passant les doigts sur les nœuds et les entailles. Mais attends un instant, Mathurin. J'ai un rabot de menuisier sous mon comptoir. Attends, te dis-je, je vais t'arranger un coin douillet. Ce disant, il produisit le rabot, et après avoir essuyé le banc avec son vieux mouchoir de soie, il entreprit un vigoureux rabotage de mon lit, sans cesser un instant de sourire comme un singe. Les copeaux volaient de droite et de gauche, le fer de l'outil finit par buter contre un nœud absolument rebelle. L'aubergiste faillit se fouler le poignet, et je le suppliai de s'arrêter pour l'amour du ciel. Le lit était bien assez doux pour moi, et je ne voyais pas comment tout le rabotage du monde eût pu transformer une planche de pin en édredon. Avec un autre large sourire, il ramassa les copeaux, les jeta dans le grand poêle au milieu de la pièce, et s'en alla vaquer à ses occupations, me laissant à mes perplexités. Je pris alors la mesure du banc et constatai qu'il était trop court d'un pied. Mais une chaise pouvait remédier à cet inconvénient. Pour la largeur, il était d'un pied trop étroit, et l'autre banc de la salle avait en hauteur à peu près 4 pouces de plus que le siège raboté, de sorte qu'il ne fallait pas songer à les réunir. Je plaçai alors le premier banc en long contre la seule partie libre du mur, laissant entre les deux un petit intervalle pour le repos de mon dos. Mais je m'aperçus bientôt qu'arrivait jusqu'à moi, de dessous le châssis de la fenêtre, un courant d'air si froid que toute cette installation devait être revue, d'autant qu'un autre vent coulis venu de la porte branlante rejoignait celui de la fenêtre, et que tous deux produisaient concurremment des séries de petits tourbillons dans le voisinage immédiat de l'endroit où je me proposais de passer la nuit. Que le diable amène enfin cet harponneur, pensai-je. Mais, un instant, je pourrais peut-être prendre les devants, fermer la porte à double tour, sauter dans son lit, et ne me laisser en aucun cas réveiller par les coups qu'il pourrait frapper à la porte, si violents qu'ils soient. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Pourtant, réflexion faite, je l'écartai. Car comment savoir si le lendemain matin, dès que je mettrais le nez hors de ma chambre, le harponneur ne m'attendrait pas sur le seuil, prêt à m'assommer. Promenant une nouvelle fois mes regards alentour, sans discerner la moindre possibilité de passer une nuit supportable ailleurs que dans le lit d'un autre, j'en vins à me dire qu'après tout je nourrissais peut-être des préjugés infondés à l'égard de ce harponneur inconnu. Bon, décidai-je, je vais attendre un peu, il ne va sûrement pas tarder. Je l'examinerai sous toutes les coutures, et qui sait si nous ne pourrons pas devenir de joyeux compagnons de lit. Les autres clients ne cessaient d'arriver, seuls, par deux, par trois, et allaient se coucher. Mais de harponneur, point. Patron, m'écriai-je, quel genre d'individu est-ce donc? Rentre-t-il toujours aussi tard? Il n'était pas très loin de minuit. L'aubergiste eut un autre petit rire étouffé. Il paraissait s'amuser beaucoup d'une idée qui m'échappait totalement. Non, répondit-il, d'habitude il se couche tôt, il se couche et se lève avec les poules. Premier lever, comme dit le proverbe, l'oiseau attrape le vermisseau.
Seulement ce soir, il s'est en allé faire du colportage, et je sais point ce qui a pu le retenir si longtemps. C'est peut-être qu'il a pas pu vendre sa tête. Pas pu vendre sa tête? Quelle sorte de billevesée me racontez-vous là? Je sentais une noire colère me gagner. Voulez-vous vraiment me faire croire, monsieur l'aubergiste, que ce harponneur passe cette sainte nuit de samedi, ou plutôt ce dimanche matin, à colporter sa tête par la ville? Mais oui, exactement, dit le patron. Je lui avais pourtant bien dit qu'il pourrait point la vendre ici, le marché est saturé. Mais saturé de quoi? Hurlai-je. Mais de têtes, bien sûr. Vous trouvez pas qu'il y en a déjà beaucoup trop par le monde? Bon, je vais vous dire une chose, aubergiste, déclarai-je d'un ton fort calme. Vous n'allez pas continuer à me débiter ces sornettes. J'ai passé l'âge d'ajouter foi à tout ce qu'on me raconte. Peut-être, répliqua-t-il en attrapant un morceau de bois et en se taillant un cure-dent, mais j'ai l'idée que tu devras bien ajouter foi à la volée que tu recevras quand le harponneur t'entendra dire du mal de sa tête. Je la casserai pour lui, répondis-je, rendu à nouveau furieux par l'incompréhensible salmigondis l'aubergiste. Elle est déjà cassée. Cassée? Vous avez bien dit cassée? Assurément, et je pense que c'est pour cette raison qu'il pourra point la vendre. Aubergiste, dis-je en m'approchant de lui, glacial comme le mont éclat sous une tempête de neige. Aubergiste, cessez de tailler ce bout de bois. Nous devons nous comprendre, vous et moi, et cela sans tarder. Je viens chez vous et vous demande un lit. Vous me dites que vous pouvez m'en donner qu'une moitié, que l'autre moitié appartient à un certain harponneur. Et sur ce harponneur que je n'ai pas encore vu, vous vous obstinez à raconter les histoires les plus absurdes et les plus exaspérantes qui font naître en moi des sentiments fort déplaisants à l'égard d'un homme avec lequel vous vous proposez de me faire coucher, alors que pareille intimité suppose une confiance sans réserve. J'exige à présent que vous me parliez en toute franchise et que vous me disiez qui est ce harponneur, quel genre d'homme, et si je peux passer la nuit avec lui sans la moindre crainte et en toute sécurité. Et d'abord, je vous serai obligé de démentir cette histoire de colportage de tête qui, si elle est vraie, me prouve à l'évidence que cet individu est fou allié, car je n'ai nullement l'intention de dormir avec un dément. Vous-même, monsieur l'aubergiste, vous, personnellement, oui, monsieur, en m'incitant à le faire en toute connaissance de cause, vous vous rendrez passible de poursuites pénales. Saperlotte, s'exclama le patron en poussant un long soupir. En voilà un long sermon pour un brave homme qui aime plaisanter un peu quand ça se trouve. Allons, calmez-vous, calmez-vous. Ce harponneur dont je vous parle vient de débarquer des mers du Sud, où il a acheté un lot de têtes embaumées de Nouvelle-Zélande. De vraies curiosités, soit dit en passant. Et il les a toutes vendues, sauf une. Et c'est celle-là qu'il essaye de revendre ce soir, parce que demain, dimanche, ce serait pas convenable de colporter des têtes d'hommes dans la rue quand les gens vont à l'office. Il avait déjà ça dans l'idée dimanche dernier, mais je l'ai empêché au moment où il passait la porte avec 4 têtes attachées à une ficelle comme un chapelet d'oignon. Ce récit dissipa un mystère jusque-là impénétrable et me démontra que, tout bien considéré, l'aubergiste n'avait jamais songé à s'amuser à mes dépens. Pourtant, que penser d'un harponneur qui se livrait un samedi soir et jusqu'aux premières lueurs du jour de sabbat à ce trafic cannibale de têtes d'idolâtres défunts? Hum, Patron, ce harponneur est un homme dangereux, vous pouvez en être sûr. Mais il paye régulièrement, répliqua-t-il. Mais allons, il est tard, bien tard. Ainsi vêtu, je m'approchai d'un petit miroir fixé au mur. De ma vie, je n'avais jamais contemplé pareil spectacle. Je m'en débarrassai avec une telle hâte que j'en attrapai un douloureux torticolis. Je m'assis sur le bord du lit et me mis à songer à ce harponneur colporteur de tête et à son paillasson. Après un temps de réflexion, je me levai, ôtai ma vareuse et poursuivis mes ruminations au milieu de la pièce. Puis je quittai mon gilet et demeurai à méditer encore un peu en bras de chemise. Mais à demi dévêtu, je commençai à avoir froid. Il me revint à l'esprit que l'aubergiste avait déclaré que le harponneur ne rentrerait pas cette nuit, et, comme il se faisait tard, j'envoyai voler sans autre forme de procès bottes et pantalons, et me plongeai dans le lit en me recommandant aux bons soins de la Providence. J'ignore si la bourre du matelas était faite d'épis de maïs ou de débris de poterie, mais je me tournais et me retournais longtemps sans pouvoir fermer l'œil. Enfin, je glissais dans un demi-sommeil et faisais voile à bonne allure vers le pays des songes, lorsque j'entendis un pas pesant dans le couloir et vis une lueur s'infiltrer sous la porte. Dieu me garde, pensai-je, ce doit être le harponneur, l'infernal colporteur de tête. Mais je demeurai parfaitement immobile, résolu à ne pas souffler mot tant qu'on ne m'aurait pas adressé la parole. Tenant une chandelle dans une main, et dans l'autre la fameuse tête de Nouvelle-Zélande, l'homme pénétra dans la chambre et, sans un regard vers le lit,
posa sa bougie à terre, dans un coin, à bonne distance de moi. Puis il entreprit de s'intéresser au nœud du grand sac dont j'ai précédemment parlé. Je brûlais d'impatience de voir son visage, mais il le tint détourné tout le temps qu'il s'occupa à dénouer les cordons de son sac. Cela fait, il se retourna et... Seigneur, quelle vision, quel visage! Pour ce qui est de la couleur, il était sombre, violacé, jaune, avec ici et là de grands carrés noirâtres. Oui, c'est bien ce que je redoutais, un abominable compagnon de lit. Il a été horriblement blessé dans une bagarre et sort des mains du chirurgien. Mais à cet instant, sa face se trouva éclairée par la lumière de telle façon que je vis clairement que ces taches noires sur ses joues ne pouvaient pas être des emplâtres. C'étaient des taches d'une sorte ou d'une autre. Je ne sus d'abord que penser, mais il me sembla bientôt entrevoir la vérité. Je me souvins de l'histoire d'un blanc, un pêcheur de baleines lui aussi, qui, ayant échoué chez les cannibales, avait été tatoué par eux. J'en conclus que pareille aventure avait dû survenir à ce harponneur au cours d'un de ses lointains voyages. Et qu'est-ce donc, après tout, sinon son extérieur? Un homme peut être honnête dans n'importe quelle espèce de peau. Mais alors, que penser de cette complexion d'un autre monde, du moins sur la partie de la face qui ne portait pas de carré de tatouage? Ce pouvait n'être, bien sûr, qu'une peau tannée sous le ciel des tropiques, mais je n'avais jamais entendu dire qu'un soleil ardent pût faire virer à un rouge violacé matiné de jaune le cuir d'un blanc. Il est vrai que je n'étais jamais allé dans les mers du Sud. Peut-être le soleil, là-bas, produisait ses effets extraordinaires sur l'épiderme. Pendant que toutes ces idées me traversaient l'esprit à la vitesse de l'éclair, le harponneur continuait d'ignorer ma présence. Mais après avoir, non sans difficulté, ouvert son sac, il se mit à farfouiller à l'intérieur et en tira bientôt une sorte de tomahawk et une sacoche en peau de phoque couverte de son poil. Après avoir placé le tout sur le vieux coffre au centre de la pièce, il attrapa la tête de Nouvelle-Zélande, un affreux objet, et l'enfonça dans son sac. Après quoi, il ôta son couvre-chef, un tuyau de poil tout neuf, et je faillis crier de surprise. Il n'avait pas un seul cheveu sur la tête. Rien, en tout cas, qui ne méritât qu'on en parle, à l'exception d'une petite touffe de scalp nouée en boucle sur son front. Cette tête chauve, violacée, avait maintenant toutes les apparences d'un crâne en décomposition. Si l'inconnu ne s'était trouvé entre la porte et moi, je me serais volatilisé plus promptement que je n'ai jamais fait disparaître un repas. Je songeais quand même un instant à me sauver par la fenêtre. Mais la chambre était située au deuxième étage, à l'arrière. Je ne suis pas un couard, mais que fallait-il penser de ce bandit cramoisi colporteur de tête? Cela passait ma compréhension. L'ignorance est mère de la peur. Et totalement dérouté et concerté, je dois avouer que ma terreur n'eût pas été moindre si le diable lui-même avait fait irruption dans ma chambre en pleine nuit. En fait, il m'inspirait un tel effroi que je ne pouvais à ce moment trouver le courage de lui adresser la parole et d'exiger qu'il m'explique de manière satisfaisante ce qui semblait incompréhensible en lui. Cependant, il continuait à se déshabiller et il exposa enfin sa poitrine et ses bras. Sur ma vie, ces parties auparavant cachées de son corps étaient couvertes du même damier que son visage, et les mêmes carrés sombres se voyaient également sur son dos. On eût dit le rescapé d'une guerre de 30 ans revenant des combats vêtu d'une chemise de taffetas gommée. Bien plus, ses jambes portaient aussi une impression, comme le dessin d'un bataillon de grenouilles vert sombre escaladant les troncs de deux jeunes palmiers. Il était maintenant très évident qu'il devait s'agir d'un abominable sauvage embarqué sur un baleinier dans les mers du Sud et qui avait échoué de la sorte en terre chrétienne. Cette seule idée me faisait trembler. Et en sus, colporteur de tête, peut-être celle de ses propres frères. Et s'il lui prenait la fantaisie de s'intéresser à la mienne? Ciel, voyez un peu ce tomahawk! Mais je n'eus guère le loisir de frissonner car le sauvage avait entrepris de se livrer à quelque chose qui subjugua mon regard et me convainquit qu'il était bel et bien un païen. Se dirigeant vers son lourd caban, ou sa cape, ou son patelot, qu'il avait auparavant suspendu à une chaise, il en fouilla les poches et finit par en sortir une étrange petite figurine, difforme, bossue, qui avait exactement la couleur d'un bébé congolais de 3 jours. La tête embaumée me revint en mémoire, et je fus d'abord tenté de penser que ce noir homoncule était un véritable nouveau-né, conservé de semblable manière. Mais, remarquant qu'il ne possédait pas la moindre souplesse et qu'il luisait tout à fait comme de l'ébène poli, j'en conclus que ce n'était rien d'autre qu'une idole de bois, ce qui se confirma bientôt. Car voici que mon sauvage se dirige à présent vers la cheminée vide, enlève l'écran de papier et installe sa statuette bossue, comme il le ferait avec une quille, entre les chenets.
Les montants de la cheminée et les briques à l'intérieur étaient couverts d'une suie épaisse, de sorte que ce foyer m'apparut comme un petit hôtel ou une petite chapelle parfaitement assortie à cette idole du royaume de Congo. Toujours très mal à l'aise, je fixe intensément la figurine à demi cachée, anxieux de voir ce qui va se passer. Il extrait d'abord de la poche de son caban une double poignée de copeaux qu'il dispose avec soin devant l'idole, puis il met dessus un morceau de biscuit de mer et, approchant de ce tas la flamme de sa chandelle, en fait jaillir un brasier sacrificiel. Après avoir plusieurs fois plongé vivement les doigts dans le feu et les en avoir retirés non moins vivement, sans avoir pu, semble-t-il, éviter de se les brûler affreusement, il parvient enfin à saisir le biscuit et, soufflant légèrement dessus pour le refroidir et le débarrasser de ses cendres, il en fait l'offrande respectueuse au petit nègre. Mais le diablotin ne paraît guère tenté par un aliment aussi sec, il garde les lèvres serrées. Ces étranges momeries s'accompagnent de bruits gutturaux, plus étranges encore, de l'adorateur, qui semble chantonner des prières ou psalmodier quelque air barbare en faisant des grimaces rien moins que naturelles. Enfin, ayant éteint le feu, il attrape l'idole sans cérémonie et la remet dans la poche de son surroi avec autant d'égard qu'un chasseur fourrant une bécasse dans sa gibecière. Tous ces bizarres agissements n'avaient pas laissé d'accroître mon inquiétude, et voyant à des signes indiscutables qu'il était sur le point de conclure ses petites affaires et de sauter dans le lit, je songeais qu'il fallait impérativement, maintenant ou jamais, avant qu'il ne soufflât sur la chandelle, rompre le charme dont j'étais depuis si longtemps prisonnier. Mais l'instant que je passais à délibérer sur ce que j'allais dire fut fatal. Prenant son tomahawk sur la table, il en examina brièvement le fourneau et, l'approchant de la lumière, porta le tuyau à la bouche et se mit à exhaler de gros nuages de fumée. Aussitôt après, la lumière était éteinte et, le tomahawk entre les dents, l'affreux cannibale plongeait dans le lit à mes côtés. Cette fois, je ne pus retenir un cri. Lui, avec un grognement de surprise, commença à me palper. Marmonnant je ne sais trop quoi, je roulai loin de lui contre le mur et le suppliai, quel qu'il fût ou quoi qu'il fût, de rester calme et de me laisser sortir du lit pour rallumer la lampe. Mais, à ses réponses gutturales, je devinai aussitôt qu'il ne comprenait pas vraiment ce que je lui demandais. Qui es-tu demanda-t-il enfin. Parle-moi, sinon par les mille diables je te tuerai. Ce disant, il brandit devant moi dans le noir le tomahawk allumé. Aubergiste, pour l'amour de Dieu, Peter Coffin, hurlai-je. Patron, au secours, Coffin, ange céleste, à l'aide. Parle et dis-moi qui tu es, sinon par les mille diables je te jure que je te tuerai. Grogna encore le cannibale, en agitant son tomahawk avec d'épouvantables mouvements et en faisant voler alentour les cendres brûlantes au risque de mettre le feu à ma chemise. Grâce au ciel, l'aubergiste entra à cet instant dans la chambre, une lampe à la main. Sautant du lit, je courus à lui. Allons, n'ayez pas peur, dit-il en arborant à nouveau son large sourire. Queequeg ne toucherait pas à un seul de vos cheveux. Cessez de sourire ainsi, criai-je. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que ce infernal harponneur était un cannibale? J'ai cru que vous aviez compris. Ne vous avais-je pas dit qu'il vendait des têtes en vrille? Jetez l'encre pour de bon cette fois et endormez-vous. Queequeg, écoute-moi. Toi comprendre moi comprendre toi. Cet homme, dormir avec toi, toi comprendre? Moi comprendre beaucoup, grommela Queequeg assis sur le lit en tirant sur sa pipe. Toi entrer dedans, M'ajouta-t-il en dirigeant vers moi son tomahawk et en rejetant les couvertures de côté. Il mit dans ce geste non seulement de la courtoisie, mais aussi une authentique bonté. Je le considérai un instant, et en dépit de ses tatouages, c'était somme toute un cannibale propre et avenant. Pourquoi donc ai-je fait tant d'histoires, me dis-je? Cet homme est un être humain, comme moi. Il a autant de raisons de me craindre que moi d'avoir peur de lui. Et mieux vaut dormir avec un cannibale abstinent qu'avec un chrétien aviné. Patron, ajoutai-je, dites-lui de ranger là son tomahawk, cette espèce de pipe, enfin cette chose. Bref, dites-lui de cesser de fumer et je me mettrai dans les draps près de lui, mais je ne souhaite pas avoir un homme qui fume dans mon lit, c'est dangereux et puis je n'ai pas d'assurance. Cette demande ayant été transmise à Queequeg, il s'exécuta aussitôt et m'invita aussi aimablement que devant à me coucher, se poussant tout contre un bord du lit, comme pour me dire je ne vous effleurerai même pas la jambe. Bonne nuit, patron, dis-je. Vous pouvez nous laisser. Je me glissai sous la couverture, et de ma vie, je n'ai jamais si bien dormi que cette nuit-là.